Donc, la proposition crée des liens pour nourrir la relation père-enfant. Je n'ai pas pu dire non, je ne connaissais pas le mouvement Santé mentale Québec. Puis ils m'ont proposé ça, puis j'ai dit quelle belle façon de regarder la paternité, l'engagement paternel. Puis là, j'ai regardé tout ce que je sais, que je connais à travers cette lunette-là. Puis je me suis dit, dans le fond, le premier lien du père en devenir, c'est de créer des liens avec son père à l'intérieur de lui. Ça a l'air une évidence, mais ce n'est pas toujours si simple que ça pour les papas. Pour certains pères, ça arrive tout de suite. Pour d'autres, c'est quelque chose à construire, à bâtir. On le dit souvent, les mères, pendant la grossesse, ils font le bébé dans leur corps, puis les papas, ils font le bébé dans leur tête. Pour faire un bébé dans ta tête, il faut que tu fasses la place dans ta tête. Et pour ça, ce qui aide souvent les papas en devenir, c'est de parler à d'autres pères, de parler à leur propre père, de parler à leur chum, à leurs frères. Jamais il y a un groupe de pères, ça aussi, ça peut être aidant pour laisser croître le père à l'intérieur d'eux. Puis ça, c'est souvent un défi, ça ne va pas nécessairement de soi. Le deuxième lien, évidemment, qui est absolument essentiel, c'est le lien avec le coparent, avec la conjointe, avec le conjoint. Parce qu'un enfant, c'est quand on peut l'élever à plus qu'une personne, c'est sûr que c'est l'idéal. Puis ça, encore là, c'est des liens qui se construisent, qui se bâtissent. Et la littérature scientifique nous dit que le meilleur prédicteur d'une bonne coparentalité à long terme, ben, c'est une bonne coparentalité précoce. Les bonnes habitudes, souvent, ils se prennent de bonne heure. Puis si on part croche, ben là, il faut travailler pour replacer les choses. Donc, le plus rapidement possible, on peut constituer l'équipe, le team, on peut travailler ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est gagnant. Puis pour réfléchir à la coparentalité, c'est intéressant de se dire qu'il y a 4 dimensions. Il y a la communication, il y a la cohérence parentale, il y a la reconnaissance parentale, puis il y a aussi le partage des tâches. On a fait un sondage il y a 2 ans, un léger marketing, 1000 pères, 1000 mères. Puis sur les 3 premières dimensions, la satisfaction des pères et des mères était à peu près égale. Mais sur le partage des tâches, sans trop de surprise, on a vu qu'il y avait un écart de satisfaction. Fait que si on veut créer le lien, si on veut faire l'équipe, c'est important de se préoccuper des 4 dimensions de la coparentalité, puis aussi de trouver une équité dans le partage des tâches quotidiennes. Sinon, on le sait, ça crée des déséquilibres, ça crée donc plus de charge mentale sur un que sur l'autre. Puis ça crée des tensions au sein du couple. Donc, l'idée, la coparentalité, c'est vraiment vital. On en parle de plus en plus. C'est de faire l'équipe, le team. Parce qu'on aime notre conjointe, notre conjoint, parce qu'on aime notre enfant, la meilleure façon, c'est de travailler ensemble en équipe. C'est quelque chose qui est absolument vital. Après ça, l'autre lien qui est super important, on parlait de facteurs de protection, de créer un environnement favorable au développement des communautés puis aussi des parents, c'est tous les liens avec l'entourage. C'est vital. Quand il arrive une crise, là, vers qui on se retourne? Nos parents, nos beaux-parents, nos amis, notre communauté. Puis ça, c'est super, super important. C'est un des facteurs de protection les plus importants quand arrive une crise. Puis là, on a fait un sondage l'année passée, un sondage SOM, 2119 répondants, 86 questions sur la vulnérabilité des pères. Et ce qu'on a vu, c'est que pour beaucoup de pères, les liens avec l'entourage, c'est vraiment pas toujours très, 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 très fort. Les données que je vais vous donner sont un petit peu déprimantes, mais en même temps, ça nous donne un levier pour agir. Donc, sur les 2119 pères, plus de la moitié des pères sondés disent ne pas pouvoir compter ou pouvoir rarement le faire sur l'aide de leurs parents, 59 sur l'aide de leurs beaux-parents, 64 et le recours à l'aide de la part d'autres membres de la famille ou d'amis est encore moins fréquent, 69 ou 76 Donc, il y a beaucoup de pères qui disent, si jamais je suis mal pris, il va falloir que je me débrouille tout seul. Quand on parle de créer des liens, ça veut dire ça aussi. Dans le fond, dans les suggestions, recommandations qu'on pourrait donner aux pères, aux mères, c'est tisser vos liens avec vos amis, c'est super précieux. Parce que la journée où votre enfant est malade, la journée où il y a même une séparation,
tout ton entourage, là, ça va vraiment, vraiment être déterminant. Une autre dimension qui est importante, c'est tout le lien avec les services d'aide. Et on le sait, écoutez, il y a des camions d'études, il y a des entrepôts remplis d'études qui disent que la demande d'aide des hommes, des pères, il y a encore des choses à travailler. Hein, pour beaucoup d'hommes, demander de l'aide, c'est pas facile, c'est dur, c'est vraiment un effort. Ils ont l'impression qu'ils devraient s'arranger tout seuls. Et dans le même sondage dont je viens de vous parler, ce qu'on a vu, c'est que, puis c'était quand même des données assez percutantes, on a sondé donc les pères du Québec, puis il y en a 13 %, donc 1 sur 7, qui nous ont dit qu'ils étaient en situation de détresse psychologique élevée. 13 %. Quand on parle des pères allophones, ceux qui ne parlent pas la langue, ça monte à 17 %. Les pères d'expression anglaise, 19 %. Ceux qui sont séparés depuis moins de 5 ans, 25 %. Puis les pères qui ont des revenus en bas de 35 000 par année, ça monte à 29 %. Donc, il y a beaucoup de pères qui sont dans un état de détresse psychologique élevé, puis qui sont tout seuls dans leur coin, puis qui ne demandent pas nécessairement d'aide. On leur a demandé aussi, est-ce que vous avez obtenu le soutien psychosocial de quelqu'un dans la dernière année? Puis il y a seulement le tiers des pères qui avaient eu du soutien. Donc, le 2/3 des pères en situation de détresse psychologique élevée, ils n'ont pas eu d'aide psychosociale dans la dernière année. Ça nous dit qu'il y a vraiment de quoi faire. Premièrement, du côté des pères, d'apprendre à tisser davantage de liens, à demander davantage d'aide, mais aussi, je pense, du côté des services d'aide, à tisser davantage de liens aussi avec les hommes et les pères. Parce que la relation d'aide, ça se tisse à deux. Hein? C'est comme un tango, tu ne peux pas danser tout seul. Et dans le fond, les pères doivent se rapprocher des services et je pense aussi que les services doivent se rapprocher des pères. Parce que ça aussi, on le voit, la façon d'exprimer la détresse, le vocabulaire employé, souvent peut différer. Donc, il y a vraiment un travail sociétal à faire à ce niveau-là. Puis ce que je pense, si on continue, et vous voyez, là, je suis dans une approche écosystémique, hein, c'est ça, le père, l'enfant, tout ça, donc on construit tout autour de ça. Bien sûr, il y a toute la question des services d'aide, le réseau qu'il faut tisser autour des organisations. Ce qu'on voit souvent, c'est que les organisations n'ont pas toujours le réflexe paternité. Donc, il y a vraiment un réflexe à travailler de ce côté-là. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous autres, beaucoup au RVP, de travailler là, les stratégies pour mieux rejoindre les pères. Et bien sûr, le lien essentiel, quand on devient père, c'est le lien avec l'enfant. C'est là que c'est le plus important. Et encore là, ce qu'on voit pour une partie des pères, ça va assez bien, le bébé arrive, puis il y a des pères très volontaires. De plus en plus maintenant, là, les nouveaux pères, il y en a qui sont motivés, puis ils veulent s'impliquer. Mais il y a pour une partie des pères aussi que ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Il y a encore des pères, surtout dans le 0-2 ans, qui vont, ils ne savent pas trop comment prendre le bébé, ils ont peur de le casser, ils ont peur de l'échapper et tout ça. Puis souvent, ils ont hâte que le bébé ait 2 ans, qu'il puisse jouer avec, parler avec, là, mais dans le 0-2 ans, il y a souvent un défi. Ce qui fait qu'encore là, je pense qu'on a des occasions au niveau des organisations de services de voir comment est-ce qu'on peut travailler ça avec les pères, d'aller au-delà de cette barrière-là. Puis moi, je pense vraiment qu'au niveau des pères, les choses très simples à dire, c'est pour développer la relation avec ton enfant, développer le lien, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu saches c'est qui ce bébé-là. Puis ton bébé, il faut que tu saches qui t'es aussi. Puis si jamais tu ne sais pas trop comment faire, regarde les personnes autour de toi qui savent comment entrer en relation avec les enfants, ta conjointe, tes amis, passe du temps, regarde-le, fais-y des gousi-gousi, check comment il réagit, tout ça, passe du temps. Parce que c'est important qu'il y ait un lien direct de créer avec l'enfant. Parce que si tu es juste en périphérie, si tu es juste en soutien, tu es comme un helper, tu es un soutien sympathique et tout ça. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de créer son lien spécifique avec l'enfant. Fait que tout ce qui peut aller dans ce sens-là, dans le fond, ça renforce le lien père-enfant, ça favorise la coparentalité, puis c'est un des meilleurs facteurs de protection pour l'enfant, pour la relation, que l'engagement paternel précoce, qu'une bonne coparentalité précoce. Donc, il faut s'investir dans la relation, il faut s'engager, puis je dirais, dans le fond, il faut essayer de créer des liens sociaux
autour des familles pour soutenir les mères, les enfants, mais de plus en plus d'essayer d'inclure les pères dans l'équation. Quand on fait ça, on est juste gagnant tout le monde. Parce que la coparentalité, là, c'est vraiment tout bénéfice. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui a trouvé d'inconvénient à ça. Le fait de s'appuyer, le fait de se soutenir, on peut juste être gagnant à ce niveau-là. Alors voilà, c'était mes petits messages en 10 minutes. Un gros merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne dans la salle? Il y a une question, Mathilde, derrière le... Oui. Oui, bonjour. Je me sens très maladroite dans ma question, mais là où ça m'interpelle, c'est que moi, j'ai perdu mon père, j'avais 18 ans, puis là, j'en ai 42. Fait que j'ai comme scoré un gros 25 entre les deux, tu sais. Mais je me sens vraiment démunie de bien des trucs aujourd'hui. Puis vous avez un peu abordé le sujet de la séparation, créer des liens avec les amis. Mais là, moi, je fais « Venez m'aider! » Avez-vous une coupe de mots de passe qui n'a pas de reset aux 3 semaines à faire? Là? Bon, il n'y a pas de solution magique à ces choses-là, mais c'est sûr qu'effectivement, dans toutes sortes de situations, il n'y a pas nécessairement de père ou il va y avoir des familles monoparentales et tout ça. Puis, dans le fond, premièrement, élever des enfants, ce n'est pas une science exacte. Il y a plein de situations, il y a plein de parcours. Puis si on sent le besoin, il peut y avoir aussi d'autres figures masculines significatives qui peuvent être présentes. Ça peut être des cousins, des oncles et tout ça. Puis sinon, si vous sentez vraiment un besoin, il y a peut-être aussi une démarche pour vous à faire. Puis je le dis à vous, mais je le dirai à toutes les personnes. Des fois, il faut comme retourner en dedans de soi, puis voir comment est-ce qu'on peut recréer ces liens-là, retourner, vivre sa peine. Des fois, il y a une peine qui est là, puis il faut comme la laisser sortir pour voir après ça comment est-ce qu'on peut retourner vers les autres. Là. Mais c'est sûr que si je vous disais qu'il y a une solution magique, je vous mentirais. Mais il faut comme voir. C'est ça, il y a comme à regarder où vous êtes dans tout ça, puis comment reconstruire les liens que vous souhaitez vers les autres personnes. En 30 secondes ou en 1 minute, je pense que c'est la meilleure réponse que je pourrais vous donner. Ouais. Et une chose importante que j'aurais le goût d'ajouter pour faire des liens avec ce qui a été dit précédemment, on a fait des analyses et des statistiques, des affaires bien compliquées que je n'ai pas tout à fait comprises là, avec notre sondage de 2119 pairs. Puis un truc qui a été très troublant, mais qui est assez évident quand on y pense, c'est que le facteur qui a le plus d'effet sur la détresse psychologique élevée des pères, c'était la violence familiale subie dans l'enfance par les pères eux-mêmes. Hein? Je fais un lien avec ce que vous disiez tantôt. Puis ça, c'est comme quelque chose qui est pas mal dans l'angle mort, qu'on ne parlera pas nécessairement, mais les pères, quand ils étaient des petits garçons, eux autres aussi, ils ont pu subir ça. Puis eux aussi, ça va affecter la suite de leur vie. Fait que je pense que c'est intéressant, ça vaut la peine d'aller au-delà, justement, des apparences ou au-delà du gros gotoff qui a l'air bien fort. Peut-être qu'au fond de lui, c'est un petit gars bien apeuré puis qu'il porte ses difficultés d'enfant, là. Fait que je pense que ces liens-là sont intéressants de se poser ces questions-là. Pourquoi il y a tel genre de comportement? Pourquoi cette personne-là a de la misère à créer des liens? Puis comment est-ce qu'on peut l'amener à aller vers les autres aussi? Puis Madame me disait qu'il faut donner de l'espoir aussi. J'aurais le goût de finir avec vraiment des bonnes nouvelles. Au Québec, on fait des choses extraordinaires au niveau du soutien aux pères vulnérables, entre autres les maisons Oxygène. Maisons d'hébergement père-enfant, il y en a 22 au Québec. C'est unique au monde, un réseau comme ça. C'est fabuleux. Donc, un père en période de crise peut être hébergé avec ses enfants. Il est suivi après ça, il y a un soutien qui peut se poursuivre. Puis, il y a un paquet d'autres organismes communautaires qui font des choses vraiment intéressantes. Puis, quand je vais à l'étranger et on parle à d'autres personnes, les gens n'y en reviennent pas. Le mouvement communautaire est très fort. Au Québec, l'innovation sociale est très forte. Puis c'est vrai aussi au niveau des pairs. Puis je pense qu'on peut être fiers de ça également. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de gens en détresse. Hein, puis dans la pandémie, on l'a vu, là, il y a beaucoup de taux de détresse qui ont monté. Les pères, les mères, les enfants, tout le monde. Moi, j'ai vraiment une préoccupation des jeunes parents. Il y a vraiment quelque chose au niveau des indicateurs. Il y a beaucoup de jeunes parents stressés, angoissés, qui trouvent ça très difficile. Je pense que comme société, on a vraiment quelque chose à entendre à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « c'est tough ».
Mon quotidien est tough. C'est tough d'élever mes enfants. C'est tough d'avoir des services. C'est tough le système d'éducation. Puis là, puis en plus, quand on rajoute l'éco-anxiété, on rajoute tout ça, là, chez les jeunes là, parents, là, on sent vraiment que la vie est dure. Fait que je pense qu'il faut vraiment être très sensible à ça, puis créer des liens avec ces jeunes-là parce qu'ils sont dans un monde qui est vraiment pas facile là, à ce niveau-là. Fait que c'était mon cri du cœur. J'avais le goût de vous le partager. Un gros merci